Watch la Street, bien ou bien, ça date de fou que je suis pas venu sur YouTube. Alors de base, je voulais faire une vidéo par mois. On peut voir que j'ai vachement tenu mon objectif en tout cas. Mais en tout cas, je reviens en force avec plusieurs idées de vidéos. Et cette fois-ci, je vais essayer de nouveau tenir un rythme assez régulier. Au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 13 octobre. Donc, joyeuse Spooky Season à tous. Et pourquoi le 13 octobre? Tout simplement parce que si je devais sortir une vidéo par mois, ce serait tous les 13 du mois. Et pourquoi tous les 13 du mois? Bah tout simplement pour vendredi 13, la superstition du 13. On reprend cette série de vidéos avec le projet Blair Witch. C'est un film sorti en juillet 1999 et réalisé par Eduardo Sanchez et Daniel Myrick. Alors il faut savoir que ce film a été réalisé avec uniquement un budget de 60 000 $ américains. Et qu'il a rapporté au box-office presque 250 millions de dollars. La marge est énorme. Mais je ne suis pas ici pour parler cinéma, je suis ici pour parler de l'histoire vraie qui a inspiré ce film. N'hésitez pas à aller chercher quelque chose à boire et à manger parce que là, on a un gros sujet. Vous êtes prêts? C'est parti. Chapitre 1. La création de la ville de Blair. Au début du XVIIe siècle, la forêt de Black Hills, dans le Maryland aux États-Unis, a déjà une très mauvaise réputation. En effet, les Indiens la dit maudite et ne s'y aventurent jamais. En 1630, le colonel Nathaniel Blair se retrouve à la tête d'une expédition. Il doit déterminer le meilleur emplacement possible afin de construire un fort pour défendre la ville de Fort Calvé des attaques de certaines tribus d'indiens qu'ils subissent. Ils vont leur demander de l'aide à des tribus voisines qui celles-ci vont refuser l'offre pour des histoires inconnues, pour des raisons inconnues. Le colonel Blair va alors trouver l'endroit sans aucun souci et va faire construire un fort à son nom. En 1634, ce fort est alors... En 1634, le fort est alors transformé dans un... Oh, c'est super dur. En 1634, le fort est alors transformé en un petit village nommé le village de Blair. Chapitre 2. La malédiction d'Ellie Kedward. En 1769, Ellie Kedward, une jeune fille irlandaise, embarque sur le Seafarer pour se rendre à Baltimore. Je suis dans le noir. J'ai peur du noir. Ça va pas la têter. On est comme ça, voyons. Elle rejoint ensuite la ville de Blair et s'y installe. En février 1785, plusieurs enfants l'accusent de les avoir attirés dans sa maison afin de leur voler leur sang. Jugée alors coupable de sorcellerie, elle est alors bannie du village, l'attache à une charrette et la laisse pour morte dans une forêt. Quelques jours plus tard, trois garçons décident d'aller dans la forêt accompagnés de leur chien pour voir si elle est toujours en vie ou pas. Ils découvrent alors qu'elle est toujours vivante. Terrifiés par ce qu'ils viennent de découvrir, ils décident de lâcher les chiens sur elle. Elle arrive cependant à s'armer de branches et à se défendre face aux chiens. Les trois garçons décident alors de la porter et de la pendre à une branche de cet arbre-là. Au cours du mois de novembre 1786, soit 1 an et demi après la mort d'Ellie Kedward, au beau milieu de l'hiver, tous les accusateurs d'Ellie Kedward et la moitié des enfants de la ville de Blair disparaissent sans aucune explication. Craignant une malédiction, tout le monde décide de quitter le village de Blair et de ne plus jamais prononcer le nom de cette sorcière. En novembre 1809, un livre racontant l'histoire d'une ville maudite par une sorcière. Ce livre est appelé Le culte de Blair et n'existe qu'en un seul exemplaire. Il regroupait plusieurs témoignages de ce qui s'était passé à l'époque. Il explique qu'Ellie Kedward ne se limitait pas. Que seulement à la forêt. Elle s'aventurait également dans la ville afin d'attaquer les citoyens. Il révèle aussi beaucoup de côtés mystérieux d'Ellie. Il dit qu'elle pouvait contrôler les animaux et que les arbres répondaient même à ses mots. À ses appels, wesh. En 1820, lors de la construction d'un chemin de fer qui devait relier Baltimore et Washington, les ouvriers découvrent la ville abandonnée. Henry Burkitt acheta toute la zone au gouvernement et il entreprit la rénovation des bâtiments abandonnés, tout simplement. Le village ne s'appelle plus la ville de Blair, mais Burkittsville. Chapitre 3. La disparition d'Eileen Treacle.
Âgée de 8 ans, Eileen Treacle est l'une des premières enfants des premières familles de colons à s'être installées dans cette nouvelle ville. Un an après la fondation de la ville, soit en août 1825, un pique-nique a été organisé près de la rivière Tappy East Creek pour célébrer les premières récoltes. La petite Eileen décide de s'approcher de la rivière afin de se baigner. Malheureusement, elle va finir noyée. 11 témoins oculaires disent avoir vu une main blanche l'attraper et l'emmener sous l'eau. Ce qui est encore plus étrange, c'est que malgré la faible profondeur de la rivière et les multiples recherches qu'il y a eu, son corps n'a jamais été retrouvé. Durant les 13 jours suivant la noyade, une multitude de petites croix formées de brindilles et liées entre elles commencent à flotter sur l'eau de la rivière. Celle-ci était devenue étrangement huileuse et plus consommable. Chapitre 4. L'histoire de Robin Weaver. En mars 1886, une fillette de 8 ans, Robin Weaver, se perd dans la fameuse forêt de Black Hills. Sa famille s'inquiète et une troupe essaie de la retrouver, mais en vain. Après 3 jours d'absence, la fillette revint d'elle-même. Elle explique que dans la forêt, elle a rencontré une vieille dame dont les pieds ne touchaient pas le sol. Elle a tout d'abord été effrayée, mais elle a ensuite décidé de lui faire confiance et de la suivre jusqu'à une maison isolée au fond des bois. Robin est entrée dans la maison et la vieille femme l'enferme au sous-sol. Les heures s'écoulent, la nuit tombe et Robin a envie de rentrer chez elle. Elle a alors décidé clairement de fuguer de la maison. Elle a réussi à se faufiler à une fenêtre, court pendant un petit moment dans la forêt et rejoint enfin son village et sa famille. Sauf que je vous rappelle, quand elle avait disparu, il y a une troupe qui allait la chercher. Sauf que elle est revenue avant la troupe et la troupe, elle, a été portée disparue à son tour. Les habitants du village décident alors de faire une seconde expédition pour aller retrouver la première expédition. En arrivant dans la crique de Coffin Rock, l'endroit où il y a Eileen Treacle qui avait disparu, ils découvrent les corps de la première troupe. Ils étaient tous dénudés, attachés par les poignets et étaient disposés de façon à faire un pentagramme sur le sol. D'étranges symboles ont aussi été gravés à leurs pieds, à leurs mains, à leur poitrine et à leur front, et leurs intestins gisaient au milieu du pentagramme. Miam. Horrifiés par la scène qu'ils viennent de voir, la seconde troupe décide alors de retourner au village afin de chercher du renfort. À leur retour sur les lieux, il n'y avait plus les corps, ceux-ci étaient remplacés par des tas de pierres, mais il y avait encore des traces du rituel, de cordes, de sang sur les rochers, etc. Chapitre 5. L'histoire de Rustin Parr. Né en 1903 à Frederick County, Rustin Parr avait perdu ses parents alors qu'il n'avait que 10 ans. Il a donc été élevé par sa tante et son oncle dans le village de Blair. Enfin, c'est le même village, mais je vous rappelle qu'il a été renommé. Le village ne s'appelle plus la ville de Blair, mais Burkittsville. Vous avez compris de quel village on parlait. Son oncle était charpentier et propose à Rustin de l'aider à son travail. Il lui a alors appris tout l'art de la menuiserie. En 1923, Rustin a alors 20 ans. Il commence à construire une maison dans la forêt sur une colline. En 1928, Rustin trouve la ville beaucoup trop bruyante à son goût et décide alors de vivre dans sa création au fin fond de la forêt. D'après les témoignages, c'était un homme assez solitaire mais sympathique et il se sentait très proche de la nature et des animaux. À cette époque, il travaillait toujours avec son oncle, mais il allait de moins en moins aider à l'atelier, et suite au décès de sa femme, son oncle décide de déménager à Baltimore. Rustin a alors décidé de totalement couper les liens avec la ville et n'y descendait que 2 fois par an. Des années se sont écoulées sans aucun problème dans la forêt, jusqu'au jour où il voit une étrange silhouette de femme habillée d'un long manteau à capuche se promenant dans la forêt. Il n'a jamais pu voir son visage puisqu'à chaque fois elle disparaissait lorsqu'il essayait de s'approcher ou lorsqu'il l'appelait. Il était absolument pas effrayé par cette présence, mais il était juste plein de questionnements et voulait avoir des réponses. À la fin des années 1930, Rustin remarque que les animaux qui étaient jusque-là habitués à sa présence évitent de s'approcher de lui ainsi que de sa maison. Une fois la nuit tombée, il entendait des bruits étranges autour de sa demeure. Au fil du temps, il commençait à avoir peur de la femme dans la forêt. Il ne la voyait plus lors de ses promenades, mais quand il essayait de s'endormir, il l'entendait lui parler dans des langues qu'il comprenait pas. Peu de temps après, il commence à entendre cette voix même en journée. Ces voix lui donnaient parfois des ordres comme dormir dans le sous-sol par exemple. Et le pire, c'est qu'il obéissait. Au début, il essaie de rationaliser les phénomènes en se disant que la voix n'était que des hallucinations. Suite à son manque de sommeil. Mais il a commencé à changer physiquement et est devenu totalement étrange. Au mois de novembre 1940, la voix lui demande d'aller dans la ville la plus proche et d'enlever le premier enfant qu'il allait trouver. Cet enlèvement va être alors le premier d'une longue série. En effet, entre novembre 1940 et mai 1941, ce n'est pas 8 enfants. Non, si, ça va être du coup 8 enfants.
En effet, entre novembre 1940 et mai 1941, ça va être 8 enfants qui vont être portés disparus. Un an après, Rustin Parr va avouer avoir tué 7 de ses 8 enfants, et dit aussi de les avoir enterrés dans la cave de sa maison. Il raconte ensuite que c'est la voix mystérieuse qui lui a ordonné d'aller se rendre aux autorités, et en échange, il lui avait promis de le libérer de sa présence. Quand il s'est fait interroger, Rustin dit qu'il a été totalement conscient lors de ses actes, mais qu'il n'était en fait qu'un pantin de la voix mystérieuse qui lui ordonnait tout. Cette même voix lui a ordonné de graver des symboles étranges dans la cave de sa maison. Il fut alors condamné à mort, et les habitants de Blair s'empressèrent d'aller brûler la maison. Mais avant de brûler la maison, ils devaient aller voir ce qu'il y avait dans la cave. Ils vont découvrir des traces horribles de torture. Des pierres avaient été empilées par-dessus les endroits où les enfants ont été enterrés. Et le corps des enfants portait les mêmes symboles étranges qu'on pouvait retrouver sur les cadavres à côté de la rivière. Le 8e enfant, Kyle Brody, est toujours en vie. Il a été retrouvé debout, dos au mur et complètement traumatisé. C'était en fait le premier enfant qui a été enlevé. Tous les autres enfants qui ont été enlevés et torturés, ils les connaissaient. Les autorités alors pensaient à une éventuelle complicité, mais lors du procès, le jeune garçon va alors témoigner contre l'accusé. Chapitre 6. La vie de Kyle Brody. Après son enlèvement, Kyle Brody, le jeune enfant retrouvé vivant dans la cave de Rusty Parr. Le jeune garçon retrouvé vivant dans le sous-sol de Rusty Parr n'a plus jamais été le même. Il restait souvent seul dans sa chambre, le visage tourné vers un coin de la pièce, ou alors il s'asseyait en dessous du porche de sa maison, et en restant silencieux pendant des heures. Il continuait à aller à l'école, mais passait son temps à gribouiller des mots et des symboles étranges sur des bouts de papier. Un jour, le docteur Elspeth Holliday se rendit à Blair afin d'étudier son cas. En conclusion de son enquête, il va dire qu'il était sous l'emprise d'un démon qu'elle a réussi à chasser de son corps, à ce qui paraît. En grandissant, Kyle devint un marginal, et durant ses vagabondages, il commit plusieurs petites infractions qui vont d'ailleurs faire douter sur sa santé mentale, et il va être longuement interné au Maryland State Institute for the Criminally Insane de Baltimore. C'était super long. En 1969, un documentaire a été tourné sur les conditions de vie des établissements psychiatriques, notamment sur celui où a été enfermé Kyle. Lors d'une séquence du film, on voit Kyle dans sa cellule répéter incessamment « Never given ». Et d'ailleurs, Rustin Parr a fait de même la veille de son exécution. Lors d'une autre séquence, un gros plan le montrait en train d'écrire des symboles sur des bouts de papier. Cette écriture a été analysée par des experts, et en fait, Kyle écrivait en transitus fluvi, un très ancien langage utilisé par de rares initiés adeptes de sorcellerie. Finalement, en 1971, il se suicida dans sa cellule. Vous pensiez vraiment que c'était fini là? Et si je vous dis que tout ça c'était juste un énorme coup monté? Toute l'histoire que je viens de vous raconter, c'est la production de Blair Witch qui a créé tout ça au préalable. Et c'est juste un gros coup de com'. Aucune archive utilisée, aucune phrase de cette histoire n'est réelle. Et pourtant, elle pourrait tenir debout. Et je trouve que cette histoire est super bien. J'espère... Elle va me sauver jusqu'à la fin, cette lampe, j'en peux plus. Pour moi, c'était un très long tournage. En vrai, non, ça va. Ça m'a pris 1 heure à tourner. Je sais pas combien de temps dure la vidéo que vous êtes en train de regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi si vous avez des films d'horreur qui vous intéressent ou des histoires en particulier que vous voulez que ce soit raconté. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que je voulais parler des histoires vraies qui ont inspiré les films d'horreur, mais déjà de 1, on ne sait pas réellement si ces histoires sont vraies, et de 2, je vais très vite faire le tour. Donc je pense que je vais aussi commencer à faire des vidéos sur des sujets qui ne sont pas forcément liés à des films. Des histoires qui peuvent être très intéressantes à raconter, à analyser de fond en comble, etc. Je sais que sur YouTube, il y a énormément de youtubeurs qui font ce genre de vidéos. Mais moi, c'est un peu le style de vidéo que j'aime faire, donc je m'en fous des autres, voilà. Bref, c'était Univ, j'espère qu'on va se retrouver le mois prochain et je vais enfin réussir à garder un rythme sur cette putain de plateforme qui est YouTube. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous. Bisous l'équipe. Ah, la lumière elle s'est éteinte lorsque j'ai fini la vidéo, tout est parfait.